Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde est bien réveillé ou pas encore? Bien, vous allez être réveillés parce que nous avons une présentation très dynamique. Le titre de la présentation, c'est « Créativité, partenariat et leadership positif, les ingrédients pour se donner le pouvoir de faire face aux ITSS-VIH et aux besoins de nos communautés » par Alexandre Dumont-Blais. Alexandre est passionné d'art et des communautés d'ES LGBTQ+. Il est le directeur général de réseau depuis 2016, l'un des principaux organismes de prévention des ITS-VIH et de promotion de la santé globale au Québec. Alexandre et l'équipe de réseau ont dernièrement positionné l'organisme comme partenaire principal de la santé publique montréalaise face à l'éclosion de Mpox. Plus récemment, Alexandre a initié et guidé la création de la Zone Rose, en plein cœur du village de Montréal, une aire unique et très attractive d'intervention, de dépistage et de discussion au cœur de nos communautés. Avec une approche ancrée dans la collaboration marquée et un leadership positif reconnu, Alexandre crée depuis plus de 10 ans des ponts entre les communautés, les domaines publics et privés afin de bonifier le mieux-être de tous, pour par et avec les communautés. Donc, j'invite à passer Alexandre. Merci beaucoup, Roberto. Justement, je suis content d'avoir Roberto à côté de moi que j'ai connu à Réseau il y a plus de 10 ans. On travaille ensemble à l'organisme. Alors, je suis très content de le retrouver ici. Avant de commencer, je suis de Montréal. Je travaille à Réseau qui est situé à Montréal. Donc, je veux reconnaître que Réseau est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé, dans la nation de Kanien'kehá:ka, comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles on se retrouve à Montréal. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Donc, je tenais à faire cette mention. Alors, c'est le jour J de ma présentation. J'ai préparé plusieurs choses, essayer de dynamiser le tout pour votre intérêt. Je sais qu'il y avait des shows de drag queen hier soir, alors je remercie les personnes présentes avec moi, avec nous. Je pèse ici. OK, parfait. OK. Alors, je vais commencer ma présentation en vous diffusant une vidéo qui illustre les 30 ans de l'organisme. On a fêté nos 30 ans l'année dernière et on a souhaité figer dans le temps ces 30 ans en invitant des personnes de nos communautés à participer à la vidéo qui représentent leur propre univers respectif. Et c'est une vidéo pour laquelle on est très fiers et un 30 ans, évidemment, pour lequel on est très fiers. Fier d'écrire une histoire qui crie « j'aime ». J'aime célébrer, prendre soin, danser, chanter, me réinventer. J'aime m'affirmer, jour et nuit. J'aime vivre, tête haute, talons hauts. We are family. Une famille forte, fière, fierce, choisie. Rassemblée autour d'une histoire qui fait résonner notre queerness, notre plaisir, nos couleurs. Unis de la tête aux toenails, nos rêves sont gorgés de cuirettes, nos points de glitter. Nos sweet dreams sont faits d'une soif de liberté. Nos baisses d'un soir ou d'une vie, nos scènes glorieuses, notre traite prescrite, notre hormonothérapie. C'est notre histoire. À nous. Ensemble, coûte que coûte, we will survive. Parce que notre force émane de notre diversité. Je suis, tu es, nous sommes un réseau fièrement dur à queer depuis 30 ans. Merci. Alors, qu'est-ce que je vous propose dans ma présentation? Je vais bien sûr me présenter l'organisme Réseau, parler un peu de son histoire, sa mission, son évolution, très brièvement quand même. Je ne peux pas résumer 30 ans en quelques minutes. Je vais vous proposer une discussion sur les ingrédients clés pour faire face au VIH, TSS et les autres besoins de nos communautés, les constats et leçons de notre projet La Zone Rose, que je vais vous présenter bien sûr. On va discuter des types de relations que vous avez, proposer une réflexion sur le leadership organisationnel et j'ai préparé quelques témoignages vidéo pour appuyer ma présentation.
Alors, qui suis-je? Alexandre Dumont-Blais, pronom il, lui, homme gay, homme cis. Je ne vais pas vous faire un cours de français pour la prononciation de mon nom de famille pour les personnes anglophones. Je suis aussi un fier membre de l'Alliance pan-canadienne avancée Advance avec nos partenaires HIM, ACT, Max Ottawa et le CBRC, que je salue s'ils sont dans la salle. Donc, je suis directeur général à Réseau depuis quelques années. J'ai vécu plus d'une décennie à Réseau. Je souhaite remercier le CBRC de m'offrir cette tribune pour parler de mes observations et de l'organisme Réseau et des différents constats que j'ai eus à travers mes 10 ans dans l'organisme. Parce que dans les derniers 10 ans, en termes de prévention VIH, TSS, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On est vraiment dans un game changer depuis déjà quelques années. Donc, je parlais que je suis là depuis 10 ans, une petite évolution des différents logos de l'organisme, 30 ans, les 25 ans. Je vous ai nommé que je m'appelle Alexandre, mais à l'occasion, je m'appelle aussi la Duchesse d'Outremont. Parce qu'on fait de l'autofinancement à l'occasion au Cabaret Mado à Réseau, donc depuis déjà 10 ans, avec Roberto d'ailleurs, il y a 10 ans, le premier spectacle de drag queen, on avait fait pour l'autofinancement. Et le petit drapeau du Québec pour dire que je suis fier d'être ici pour vous parler en français. Je ne vais pas faire un débat sur la séparation du Québec, ni les différences entre les anglophones et les francophones au Canada, mais simplement partager une petite anecdote. J'étais au sommet du CBRC il y a quelques années. Je devais présenter en français et puis à la dernière minute, j'ai dû le faire en anglais. C'est il y a 5 ou 6 ans. Mon anglais était très différent à ce moment et j'étais devant une grande foule comme aujourd'hui. Et j'étais littéralement en train de fondre pendant ma présentation. Alors, je vais le faire en anglais. Alors, je suis très content d'être aujourd'hui ici avec vous et de le faire en français. Et pourquoi je mets l'accent sur le français ou la langue en général? Parce qu'en ce moment, au Québec, la langue dans les services de soins est un enjeu. Le gouvernement provincial a renforcé les lois sur la langue au travail, mais aussi dans les services offerts par le gouvernement. Donc, il y a eu beaucoup de frustration dans les communautés, dans la population sur l'accès aux soins en français ou en anglais. Personnellement, je me suis déjà retrouvé en situation d'urgence à l'hôpital et je me suis fait servir par une personne qui parlait à peine le français. Donc, dans une situation de stress et d'anxiété, c'est pas vraiment la meilleure situation. Et c'est aussi valide pour les personnes qui ne parlent pas anglais et français. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui ont besoin de dépistage, qui ont besoin de parler avec du personnel de soins? Je vais y revenir dans ma présentation, mais c'est évidemment un enjeu avec les personnes migrantes qui arrivent au Canada, au Québec. Alors, pour parler de moi un petit peu plus personnellement, et je vais terminer ce bloc sous peu, qu'est-ce que je faisais avant Réseau? J'ai travaillé à Radio-Canada comme journaliste rédacteur aux nouvelles télé, après des études en communication et en journalisme. J'ai travaillé aussi dans le milieu corporatif pendant quelques années, dans un bureau d'avocat dans les années 2000, là où parler d'homosexualité en milieu de travail était défendu, était un sujet qu'on ne parlait pas. Il y avait souvent des blagues homophobes. J'ose croire qu'aujourd'hui, ça a changé un peu, en fait beaucoup dans les milieux de travail. Je viens de l'Est de Montréal. J'ai été aussi 5 ans au conseil d'administration de Fierté Montréal, de 2016 à 2021. Et j'ai beaucoup travaillé pendant ces années à inclure des activités de sensibilisation à la santé sexuelle, à offrir du dépistage dans les activités de Fierté Montréal. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, c'est un très gros partenariat avec Réseau. Et puis, donc, à travers mes années à Réseau, j'ai pu observer beaucoup d'évolutions, comme je disais, sur la communication en matière de VIH et TSS. J'ai travaillé sur différentes campagnes. J'ai amené ici un visuel par rapport à la PrEP. On parle beaucoup de PrEP, évidemment, depuis longtemps. À Réseau, on parle de PrEP depuis plus de 10 ans. Donc, vous avez ici une publicité qu'on avait faite pour l'étude Hypergay. Réseau était le partenaire communautaire de cette étude. Donc, on recule en 2013. On parle de PrEP à Montréal. Il y a environ seulement 500 hommes qui utilisent la PrEP parce que des médecins prescrivent la PrEP dans un contexte où il n'y a pas de guidelines,
il n'y a pas de guide pour prescrire la PrEP pour les médecins. Et on était à une époque où parler de PrEP amenait automatiquement de la stigmatisation parce que les personnes disaient « OK, mais les autres ITSS, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Même au sein même de notre équipe d'intervention, il y avait des personnes qui avaient la difficulté à dissocier leur propre opinion sur l'utilisation de la PrEP versus les besoins des hommes dans nos communautés qui avaient des pratiques à risque et donc pour lesquelles la PrEP était indiquée. Donc, j'ai vu cette évolution en matière de communication et je vais y revenir un peu plus tard. Et puis, je terminerai dans mon premier bloc avec partager une passion que j'ai. J'aime beaucoup les arts. J'essaie d'encourager les artistes locaux à Montréal. J'ai beaucoup d'œuvres à la maison, mais j'essaie d'intégrer ça dans mon travail à réseau aussi avec mes collègues. Parce que je considère, ça c'est des exemples de campagnes sur lesquelles on a travaillé dans le passé, sur le racisme sexuel qu'on a sorti il y a 1 an. Et puis le consentement entre hommes qu'on a sorti en février 2019. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, je reviens sur le volet artistique. Pour moi, je considère que l'art, c'est un outil puissant pour ouvrir des réflexions. J'ai souvent ici entendu participer, en fait, à des panels sur des projets de recherche dans lesquels on utilisait l'art comme moyen de réflexion. Donc, de notre côté, à Réseau, à travers différentes activités, on a fait ça. On a travaillé avec des artistes pour faire des murales à l'intérieur de l'organisme quand on a rénové nos bureaux. Et des artistes qui sont engagés dans nos communautés, qui parlent de leur consommation de crystal meth, qui parlent de leur établissement, puis qui veulent redonner à l'organisme. Donc, ça devient un peu des ambassadeurs de Réseau, de la mission et des diffuseurs de nos activités. Donc, je vous partage quelques exemples. Pendant la pandémie, on avait travaillé, donc vous avez compris, oups, je prenais en arrière ici. Donc, ici, c'est le même artiste que ces 2 œuvres ici. Donc, un artiste nous a créé 2 œuvres pour des visuels à diffuser sur le web, pour avoir des messages bienveillants. Pendant la pandémie, il y avait beaucoup d'enjeux de consommation, de solitude, d'anxiété. Donc, c'est une campagne qui avait été très bien appréciée et diffusée sur les réseaux sociaux. Même sur notre site web Internet. Donc, on a fait appel à des artistes pour des visuels qui sont toujours sur notre site, donc pour faire la promotion des artistes LGBTQ+, de nos communautés. Dans différents autres secteurs aussi, l'organisme dans des programmes, sur le programme Chemsex. Donc, on a travaillé avec un artiste situé à Montréal pour développer des différents outils. Alors, je vais passer à la brève présentation de Réseau. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissaient Réseau avant sous le nom de Séro-Zéro. Séro pour séropositivité. 0 pour 0. Donc, on est en 1991. L'organisme naît avec ce nom, donc 0-0. Évidemment, à ce moment, je ne vous apprends rien. On parlait de sida, on parlait de personnes qui décédaient du sida, on parlait qu'il n'y avait pas vraiment de traitement où ça commençait, il n'y avait pas de programme communautaire, il n'y avait pas de plan d'intervention vraiment. Donc, à Montréal, il y a un comité, il y a un groupe d'hommes qui a dit « on doit faire quelque chose », se sont réunis. Et c'est à la suite de ces réflexions dans un comité que l'organisme, donc 0-0, a été créé en 1991, qui était vraiment axé sur, on le voit sur l'image, sur le sécurisex, sur le port du condom, sur les stratégies pour prévenir le VIH. Et bien sûr, le volet stigmatisation pour les personnes vivant avec le VIH, qui était vraiment un enjeu et toujours encore aujourd'hui. Donc ici, le changement de nom de l'organisme en 2010. Et aussi, ça a été en 2010 l'occasion d'élargir le mandat de la mission de l'organisme. Donc, santé sexuelle, oui, est toujours le cœur du travail, des activités de l'organisme, mais beaucoup d'études démontraient déjà à l'époque et encore aujourd'hui qu'il y avait des liens à faire avec la santé mentale puis tenir compte de d'autres indicateurs que la santé sexuelle. Donc, Réseau a donc élargi sa mission en 2011. Et puis aujourd'hui, on a une multitude de programmes que je vais vous présenter rapidement. Alors ici, la mission de Réseau, donc on fait l'éducation, prévention VIH, autres ITSS auprès des hommes LGBTQ et autres hommes et des personnes trans qui ont des relations sexuelles avec des hommes.
Je vous ai parlé de l'élargissement de la mission. Donc ici, pour une petite liste des services, donc l'intervention, évidemment, dans différents lieux. Je vais vous présenter des projets plus tard. Prévention, ITSS-VIH. On a des programmes sur la violence dans les relations intimes et amoureuses. C'est un enjeu qui est très discuté depuis quelques années, surtout pendant la pandémie. Campagne sur le consentement entre hommes. Un programme travail du sexe, masculin et trans, qui rejoint aussi des personnes non-binaires, des personnes trans. Programme Chemsex, des activités, des ateliers sur la consommation dans un contexte sexualisé ou non. Alors, je vous invite évidemment à consulter notre site web pour en savoir plus. Je ne vais pas tout résumer les programmes. Et aussi, je voulais vous partager par rapport à l'histoire de Réseau. Quand je suis arrivé à Réseau en 2011, début 2012, un journaliste de Radio-Canada était venu à Réseau pour faire un reportage télé sur l'arrivée du Crystal Meth à Montréal. On est en 2012. C'était déjà très présent à San Francisco, à New York. À Montréal, ce n'était pas encore très présent. Ce qu'on entendait entre les branches, c'est que les organisations, si je peux dire, qui gèrent les drogues, les substances, voulaient contrôler les substances consommées à Montréal. Donc, le cristal a pris quelques années avant d'arriver. Je vous partage ça parce que j'ai vu cette évolution du sujet et de l'impact dans les communautés. Et bien sûr, aujourd'hui, le crystal meth est consommé, c'est un enjeu. Le chemsex, la consommation sexualisée, est un enjeu très présent dans nos communautés, d'où la création de programmes spécifiques à Réseau. Ici, je voulais présenter notre équipe en version Halloween, donc une photo dans les dernières semaines. Donc, il y a une équipe de 25 personnes environ, avec des personnes qui font du temps partiel pour le programme Travail du sexe. Et pour terminer ma petite présentation de l'organisme, je voulais rendre hommage à un artiste qui s'appelle Zilon, de Montréal, qui était très engagé dans les années 80-90 et début 2000 en lien avec la prévention VIH, ITSS, mais aussi le soutien aux personnes vivant avec le VIH. Zilon est décédé en juillet dernier. Et il a travaillé pour plusieurs organismes communautaires à Montréal. Vous voyez son art sur le mur derrière lui, dans la photo. Il a partagé son art dans différents outils de sensibilisation, imprimés ou posters, affiches, tant pour Réseau que d'autres organismes. Donc, moi, étant passionné d'art, c'est important pour moi de faire ce petit hommage. Et il a évidemment fait des collaborations avec Réseau à plusieurs reprises. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo d'une toilette Vox Pop qui avait été installée rue Sainte-Catherine pendant les activités de diversité et ou Fierté Montréal. Alors, le concept, merci. Le concept de ce projet, en fait, donc on avait la toilette qui était installée en pleine rue Sainte-Catherine, au cœur du village de Montréal. Les personnes devaient entrer dans la toilette, fermer la porte, il y avait une caméra et devaient s'exprimer sur le VIH. Qu'est-ce que le VIH voulait dire pour ces personnes? Je n'ai jamais trouvé la cassette, mais apparemment, nous avons une vidéo avec des politiciens à l'époque qui étaient assez connus à Montréal. Donc, je suis très content qu'on conserve cette installation artistique. Et juste aussi mentionner que les trous de chaque côté de la toilette, c'est simplement des trous d'aération, hein, vous avez compris. OK, on va passer au prochain. Bon, je pense qu'on comprend. OK, on va passer au prochain bloc. Donc, sur les ingrédients pour faire face aux ITSS-VIH, puis aux besoins en général de nos communautés. Donc là, j'ai parlé de Réseau, j'ai parlé un petit peu de moi. Là, je veux qu'on rentre un peu dans quelque chose d'un peu plus concret. Puis surtout, c'est basé pour moi, les prochains blocs, sur mes observations, mes expériences avec mon équipe, avec Réseau et beaucoup d'autres organismes dans le milieu communautaire. Donc, je vais demander à Roberto de m'aider pour la prochaine étape. Donc, c'est le temps de quitter Grindr pour l'instant, de quitter toute application, de prendre votre téléphone
et de scanner le QR code, le code QR que vous voyez à l'écran. Vous avez une question à répondre en ligne sur un formulaire. Elle est en anglais et en français. C'est la même question. Donc, je vous pose la question rapidement, sans trop réfléchir. Si on vous demande, c'est quoi les ingrédients pour faire face aux ITSS, VIH ou aux autres besoins en général dans nos communautés? Qu'est-ce qui vous vient en tête rapidement? On va vous laisser peut-être 1 minute pour répondre. On va vous partager les réponses. Est-ce que ça commence à rentrer? Vous laissez 30 secondes. Parfait. Je vais demander à Roberto de peut-être nous dire qu'est-ce qui ressort le plus. Nous avons... Micro, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. On a besoin du micro, s'il vous plaît, à gauche. Ouais. Celui-là? OK, parfait. Nous avons beaucoup de personnes qui pensent que l'accès, c'est très, très important. Il y a aussi la communauté et les activités, l'engagement communautaire. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'argent, le financement, très important. Puis beaucoup de valeurs que nos communautés ont, la compassion, le non-jugement, la bienveillance, l'ouverture, l'autonomisation. Donc voilà, mais beaucoup de communautés, beaucoup d'accès et argent. Merci pour vos réponses. Je vais les regarder attentivement après la présentation. Alors, bien sûr, moi, j'ai fait ma liste d'ingrédients. J'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que ça prend? Donc, bien sûr, ce que vous avez nommé, des nouvelles stratégies de prévention et tout ça. Mais moi, je suis allé un petit peu plus loin dans ma tête à travers mon expérience. Donc, j'ai réalisé que ça prend une introspection sur notre vision communautaire à l'intérieur de notre propre milieu. Déconstruire les stéréotypes d'un milieu communautaire qui doit être limité. Évidemment, quand on n'a pas de financement, j'ai entendu hier, et je le savais, des organismes ont perdu leur financement, c'est dramatique, mais l'argent est important, mais tout n'est pas une question d'argent non plus, et j'ai souvent entendu dans mes conversations avec des organismes que le simple fait d'être un organisme communautaire, on doit limiter nos actions, on doit limiter nos idées, on doit limiter la créativité, on doit faire beaucoup avec peu. Mais je pense qu'il faut réfléchir sur cette limitation sur laquelle on a plus de pouvoir qu'on le pense. Par exemple, avec la Mpox, on n'avait pas besoin d'argent au départ en ce qui nous concerne à Montréal. Ce qu'on avait besoin, c'était un réseau de contacts, la rapidité d'action, conscientiser que le communautaire, on y a accès, conscientiser qu'on peut aller dans les réseaux sociaux puis interpeller nos communautés pour s'adresser et parler de vaccination, évidemment, puis de sensibilisation. Comment développer un des ingrédients, c'est évidemment développer un leadership dans son milieu. Je reviens sur la Mpox avec des partenariats multiples, artistiques, institutionnels, avec la santé publique, avec des drag queens et tout ça. Intégrer le vécu de nos membres, bien sûr. Je parlais tantôt dans les projets artistiques qu'on avait des personnes de nos communautés qui voulaient endosser la mission de réseau parce que ces personnes deviennent des agents multiplicateurs de notre mission. Hier, il y avait justement un panel sur les personnes pairs, donc évidemment, c'est très important. Aussi, unir les acteurs clés en fonction de leur expertise, intégrer l'expertise entrepreneuriale aussi aux besoins. Professionnaliser certains aspects de nos actions. J'ai travaillé 7 ans dans le milieu corporatif et le milieu communautaire n'est pas un milieu corporatif, mais par contre, qu'est-ce qu'on peut apprendre du milieu business et corporatif au sein d'une organisation communautaire? Ce que j'ai constaté à plusieurs reprises, c'est qu'on peut s'inspirer positivement de certains modèles d'entreprise, avoir un aspect un peu plus business à l'occasion dans nos approches, et ce n'est pas nécessairement négatif si on conserve nos valeurs communautaires, bien sûr, par rapport à l'efficacité, par rapport à la réflexion sur les résultats rencontrés. Est-ce que nos programmes fonctionnent? Est-ce qu'on a du résultat? Sans tomber non plus dans la performance exagérée. Et à quel coût?
on y arrive. Quand on réfléchit sur des nouveaux financements à aller chercher, c'est aussi important de faire cet exercice. Enfin, évidemment, les ingrédients, ça a été nommé de la sensibilisation, du dépistage, accès rapide au traitement et au dépistage, s'assurer d'avoir des services dans des espaces non jugeants, évidemment, et construire un espace sans stigmatisation sur la base des droits humains. Aussi réfléchir sur, j'ai parlé de la PrEP plus tôt, de ce que c'était il y a 12 ans, 13 ans à Montréal. La PrEP n'est que pour le VIH, mais il y a d'autres ITSS. Donc, comment faire la balance dans la prévention de toutes les ITSS et de ne pas superposer des stratégies versus d'autres. Il y a une certaine banalisation, on le voit, auprès de certaines ITSS. À Réseau, on distribue des sachets condoms depuis 30 ans, mais on en distribue beaucoup moins depuis 5-10 ans qu'avant. Et nous le savons, c'est un sujet que tout le monde voit et parle. Donc, le condom est beaucoup moins utilisé par choix, et c'est un choix qu'on respecte. Mais est-ce qu'on banalise aussi donc d'autres ITSS parce qu'il existe des traitements? Est-ce qu'on peut être résistant à des traitements? C'est des données qui commencent à sortir. Donc, ça, c'est une conversation que j'avais avec des collègues. Donc, comment rééquilibrer tout ça pour percevoir les ITSS sur le même niveau en fonction des stratégies existantes? Donc, voilà pour la liste des ingrédients. Je vais passer donc maintenant à un projet très excitant qu'on a développé à Réseau dans les derniers mois. Juste avant de commencer, je vous présente ça en vidéo. Juste par curiosité, en levant la main, qui avait vu la zone rose ou entendu parler? Oh, quand même. Quand même. Bon, ça, c'est la table de Réseau ici. OK, alors, donc depuis plusieurs années, Réseau a construit des partenariats. Je parlais de la MPOX, mais avec d'autres projets aussi dans le passé, des partenariats très solides avec Fierté Montréal et tout ça, toujours dans l'objectif de diffuser nos activités, de diffuser nos programmes, la sensibilisation et tout ça. La Zone Rose, pour nous, c'est le projet le plus important dans les derniers mois, le plus récent, pour lequel on est très fiers, évidemment. L'origine de ce projet est tout simple. En fait, ça fait plus de 15 ans qu'on a un petit kiosque rue Sainte-Catherine dans le village. Et je rappelle que la rue Sainte-Catherine, dans le village à Montréal, est fermée à la circulation du mois de mai au mois d'octobre. Donc, on peut marcher en plein cœur du village. On avait toujours un petit kiosque devant une boutique depuis plus de 15 ans pour faire l'intervention. Et on avait toujours envie de faire quelque chose de plus grand, de plus permanent, de plus accueillant. J'avais en tête avec mon équipe l'idée d'installer un container, un conteneur rue Sainte-Catherine pour offrir du dépistage, de l'intervention. Alors, en mai dernier, on a décidé d'aller de l'avant. Donc oui, en mai dernier, le projet n'existait pas. On a décidé de louer un conteneur. On a parlé avec des partenaires pour voir la faisabilité du projet. Et donc, on s'est dit, go, on y va. Et c'est devenu un très grand projet qui a été très médiatisé, je vais y revenir. Donc, on a commencé à faire des démarches avec la Ville de Montréal. Je vais juste passer à la prochaine slide ici.
Donc, on a commencé avec des démarches avec la Ville de Montréal. On réfléchissait sur un nom de projet. C'est arrivé l'idée d'appeler ça Cône Rose. Pourquoi cône? Pour les personnes qui ne connaissent pas Montréal, il y a beaucoup de cônes à Montréal, de construction. C'est devenu un symbole. Il n'y en a pas juste à Montréal, mais c'est devenu un symbole à Montréal. Donc, on a voulu jouer avec ce symbole. Et puis après, on s'est dit... pourquoi pas faire un cône géant sur le toit du conteneur juste pour attirer l'attention? Évidemment, beaucoup ont pensé que c'était un dildo géant, mais non, ce n'est pas un dildo, c'est un cône. Et encore là, avec des partenariats avec Fierté Montréal, donc on a eu accès à des fournisseurs pour construire ce cône géant. Et puis, bien, ça a été gagnant, en fait, pour la visibilité du projet rue Sainte-Catherine. Et qu'est-ce qu'on voulait faire avec la zone rose à l'origine? Donc, on voulait évidemment offrir du dépistage rue Sainte-Catherine quand les gens passent, pendant les activités de Fierté Montréal, mais pendant tout l'été. Offrir de l'intervention dans un espace cool, simple, attirant, efficace, sans jugement, évidemment, complètement en plein cœur de la rue. On a travaillé en partenariat avec des commerçants du village. Je vais revenir sur le contexte du village un peu plus tard. Donc, on avait des commerçants qui prêtaient leurs toilettes pour les échantillons d'urine pour les dépistages. Nos partenaires pipi, en fait. Donc, on a travaillé avec la santé publique, avec des cliniques médicales privées, avec la SDC, Société de développement commercial du village, avec les autorités municipales, avec des commanditaires aussi qui nous ont soutenus. C'est beaucoup de travail pour un organisme communautaire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un projet de cette envergure, mais quand on se retrouve à créer un projet de nous-mêmes comme ça et de gérer toute cette logistique, je ne vous cacherai pas que ça a été beaucoup d'énergie. Mais rapidement, dès les premières semaines de notre idée, en parlant avec nos différents partenaires, fournisseurs, on réalise que tout le monde dit oui, tout le monde nous dit oui et tout le monde veut faire le projet. Alors, on s'est associé avec une agence de publicité avec qui on travaille depuis longtemps pour des campagnes, qui nous a proposé de faire l'habillage graphique du conteneur, de faire une campagne, je vais y revenir, dans le village. Mais et la même chose du côté des partenaires cliniques, on a contacté 4 partenaires cliniques, donc je dois les nommer, le CIDEP, plus la clinique La Licorne, la clinique Quartier Latin, la clinique L'Actuel, tous nos partenaires cliniques avec qui on fait du dépistage depuis plusieurs années dans les saunas, dans les kiosques, à Fierté Montréal, ont accepté tout de suite de participer au projet parce qu'ils voyaient dans le projet tout de suite la pertinence et que ça répondait à des besoins de nos communautés. Et puis donc, juste pour résumer sur l'offre de service, donc, on était ouvert du mercredi au dimanche. Notre idée, c'était d'offrir du dépistage à tous les jours. Je vais revenir sur les leçons un peu plus tard. Mais l'espace était ouvert donc de 15h à 21h du mercredi au dimanche. Et on offrait quelques heures de dépistage à tous les jours quand c'était possible en fonction de la disponibilité du personnel de soins. On a ouvert la zone rose donc fin juillet, mi-juillet environ, jusqu'à début octobre. Donc, on était là quelques mois. Et puis là, je vais vous partager un témoignage d'un infirmier, Rodrigo, qui a fait le service de dépistage à l'intérieur de la zone rose. Je ne sais pas si vous aviez bien vu dans les photos, là, mais on a vraiment conçu un espace clinique à l'intérieur du conteneur avec air climatisé, avec une centrifugeuse, avec un frigo, avec tout ce que les infirmiers et infirmières avaient besoin pour faire les dépistages. Et la personne qui arrivait devant notre équipe d'intervention sur le côté du conteneur, donc pouvait parler avec les personnes de l'équipe d'intervention et si elle souhaitait faire un dépistage, devait aller sur le devant là où il y avait une porte et rentrer dans la clinique. Donc, il y avait un espace confidentiel. On s'entend, on est dans un conteneur dans la rue, donc confidentialité, oui, mais ce n'est pas un vrai bureau normal. Donc voilà, je vais vous présenter le témoignage de Rodrigo. Ah, c'est des images que j'avais oublié de présenter. Donc, les croquis là, à l'origine du projet, on avait travaillé avec des fournisseurs. Ça, c'est la maquette graphique que l'agence publicitaire Uppercut avait fait pour nous. Donc, tout avait vraiment été pensé pour maximiser l'expérience des usagers. Et on arrive à la vidéo. Le dépistage communautaire, c'est très, très, très important. Ça fait des années que je travaille soit comme intervenant communautaire, soit comme ma famille. C'est toujours
intéressant, c'est toujours pertinent, c'est toujours difficile. Il y a différents enjeux. Un, de juste comment les présenter au public, comment amener les matériels, comment adapter tes interventions à ton public cible. Puis présentement, dans la Son Rose, que c'est dépistage communautaire, mais c'est, je dirais, plus fancy dépistage communautaire. C'est très, 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 très différent. Mettons, dépister quelqu'un dans sa petite chambre, là, dans son sauna, où est-ce que t'as pas d'espace, t'as pas de lumière, ça sent beaucoup aux poppers, versus les gros looks de la Son Rose. Juste dès la première journée, je pense que j'en ai eu 7 ou 8 personnes. Puis on va se dire que moi, j'étais là juste comme 2h30 par soirée. Alors, 6 dans 2h30, c'est quand même beaucoup. Puis la journée que j'avais plus de clients, c'était 13 dans 2h30. On va continuer à dire ça. Puis les autres jours, dès que j'arrivais, il y avait des gens qui m'attendaient. Surtout parce que, comme moi, infirmier de SIDAP, j'étais un des seuls infirmiers qui offrait des dépistages sans cas d'assurance maladie. Alors, notre service était très populaire. Comme tout autre dépistage dans le communautaire, il va y avoir des gens qui ne connaissent pas le service sur place au Canada, qui ont peur d'aller à des services cliniques plus... ou qui pensent pas, on a oublié. Alors, en marchant dans la rue Sainte-Catherine, village, juste en voyant un corps, c'est comme « Ah! Ben oui, regarde, c'est un endroit où est-ce que je peux aller me faire dépister, voici faire. » Ou juste pour poser cette question, on a déjà parlé un petit peu par rapport à un cas là très 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 particulier. Un gars qui parlait pas ni français ni anglais, qui a été diagnostiqué VIH en 2022 parce qu'il avait attrapé la variole, puis était envoyé aux urgences, où est-ce que ils l'ont diagnostiqué tout, VIH, syphilis, variole, etc. Mais après, ils l'ont pas donné de rendez-vous de suivi, rien, juste fait comme. Puis juste par hasard, parce que j'étais en train de parler avec quelqu'un d'autre dans la Son Rose en espagnol, il est venu se rapprocher, puis il demande c'était quoi le service, j'ai expliqué. Puis après, il m'a raconté toute son histoire là. Puis c'était pas quelque chose qu'on faisait à la Son Rose. À la Son Rose, par principe, c'était juste des dépistage. Mais j'aurais pu après lui donner un rendez-vous dans la clinique. Puis on l'a pris en charge. Puis on l'a même après orienté vers le service d'immigration. Parce que c'était quelqu'un sans statut. Alors, c'était quelqu'un qui, juste par hasard, juste parce qu'il y avait un con rose, puis il y avait quelqu'un qui parlait espagnol en côté de la rue, il est venu demander l'aide. C'est ça. Merci. Ce que Rodrigo a partagé est vraiment important. Donc, il y a une personne qui a vu l'espace, qui a vu la zone rose, ne s'est pas fait dépister à la zone rose, mais elle a pris un rendez-vous et puis elle avait 5 ITSS, le VIH, la Mpox et d'autres ITSS. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on arrive à capter des personnes qu'on ne capterait pas d'une autre façon. Je vais vous présenter les résultats parce qu'on a des résultats intéressants à partager. Donc, 10 semaines de service. J'ai mentionné tantôt qu'on avait du dépistage quelques heures par jour avec 4 partenaires cliniques. On a fait 239 dépistages complets, donc gonorrhée, chlamydia, syphilis, VIH. Sur les 239, il y a eu 46 résultats positifs, donc 19 % avec des résultats positifs. Vous avez les chiffres ici, un VIH plus le VIH que Rodrigo parlait hors zone rose, 18 gonorrhées, 6 chlamydia, 1 LGV, 8 syphilis, 2 vaginoses bactériennes. Au niveau des suivis post-zone rose, c'est intéressant parce que ça crée des corridors de service avec les 4 partenaires cliniques avec qui on travaillait. Donc, il y a eu plus de 24 suivis. On a mis les sujets qui revenaient le plus souvent, donc des renouvellements PrEP, vaccination, hépatite A et B, un bilan VIH, une personne qui avait plus accès à son médecin pour son traitement, donc est allée voir un nouveau médecin. Aussi, je dois nommer qu'on a dû refuser des dépistages parce que 3 partenaires cliniques sur 4 ne pouvaient pas faire du dépistage si la personne n'avait pas sa carte d'assurance maladie, donc la RAMQ.
Et donc, conséquemment, on aurait pu faire 59 dépistages de plus. Et il y a 113 dépistages qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'on n'avait pas du personnel infirmier au moment où les personnes voulaient se faire dépister. Donc, au total, on parle de plus de 400 dépistages qu'on aurait pu faire en 10 semaines. Côté intervention, donc près de 3000 personnes rejointes. Ça, c'est des personnes avec qui notre équipe a parlé, qui a été monitorée. Vous avez les groupes d'âge, donc on a quand même rejoint 30 de 18-29 ans. Je suis content de ça. Dans nos services en général, qu'on parle des ateliers de groupe ou d'autres, on a souvent un enjeu qu'on rejoint moins les jeunes. Alors là, on est dans la rue, il n'y a pas de barrière, c'est disponible sans rendez-vous et gratuit. Donc, on a eu des personnes de toutes les tranches d'âge. Je vais vous passer rapidement d'autres matériels qu'on a distribués. Évidemment, la zone rose était un centre de distribution de différents matériels, incluant l'autotest du VIH, donc près de 500 autotests distribués. Les sujets les plus discutés, donc la présentation de réseau, dépistage, ITSS, vaccination et la consommation. On a distribué de la naloxone, évidemment. Donc, bien sûr, pour l'édition l'année prochaine, on veut faire mieux, on va faire plus grand, avec plus de partenaires cliniques pour offrir plus de dépistage gratuits plus longtemps pendant l'été. Alors ici, c'était mes derniers blocs de réflexion. Quelles sont vos relations avec vos partenaires, avec vos fournisseurs, avec votre santé publique locale, avec les cliniques médicales avec qui vous utilisez ou vous travaillez pour vos services communautaires? Ce qu'on a réalisé à Réseau dans les dernières années, c'est que ces types de relations sont très importantes. Quand arrivent des urgences comme la MPOX, quand arrivent des projets comme la Zone Rose, tout va très rapidement et on nous dit simplement oui parce qu'on a des relations préexistantes qui sont positives et fonctionnelles. Donc, évidemment, un autre des ingrédients que je mets plus tôt, c'est d'avoir des liens forts avec nos fournisseurs. Quand je dis fournisseurs, c'est aussi des agences de publicité, c'est aussi des fournisseurs professionnels qui vont nous aider rapidement et nous soutenir dans nos projets. Donc, en lien avec les relations positives qu'on peut maintenir, je vais vous partager. Ici, je voulais vous présenter une des campagnes, la campagne Zone Rose qu'on a faite avec notre agence publicitaire et accessoirement mon chien, Sacha, devant la publicité d'une station Bixi. Merci, Roberto. Alors, je vais passer à une dernière vidéo que j'ai préparée avec Geneviève Bergeron, qui est une chef médicale en prévention et contrôle des maladies infectieuses à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Donc, chaque urgence est différente, mais si on a une urgence qui affecte une communauté plus ciblée, la première question, c'est quels sont nos liens, qui dans l'organisation a des liens avec des organismes communautaires qui pourraient avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le terrain, qui pourraient être des partenaires dans la diffusion de messages, pour essayer d'avoir une intervention qui est ciblée. C'est difficile de bâtir une relation de novo entre une santé publique et un organisme communautaire en situation d'urgence. Donc, avoir ces entretenus au fil du temps, c'est vraiment un élément clé dans la préparation aux urgences, à la planification, parce que ça nous permet d'être agile et d'être vraiment rapide. Puis si on prend l'exemple de la MPOX, par exemple, dans le déploiement de la vaccination, la rapidité était vraiment au cœur de l'enjeu. On voulait être capable d'avoir le vaccin disponible dans la communauté le plus rapidement possible dès qu'on a eu les doses disponibles, puis d'avoir des relations confiance déjà bâties avec des partenaires sur le terrain, des organismes communautaires qui peuvent relayer des messages, qui peuvent aider à vraiment trouver le langage qui va résonner avec la communauté ou qui va venir mobiliser la communauté. C'est vraiment, c'est extrêmement facilitant dans le déploiement de l'intervention. Puis ça, c'est vraiment un élément où connaître les forces de chacun, ce que chacun peut amener à la table en amont d'une urgence, c'est très, très aidant pour être capable de le mettre en action sans délai. Je
pense que chaque situation va être différente. Là. Si on prend l'exemple de Montréal, on a un plan d'action régional intégré qui est disponible sur notre site web. Donc, un organisme communautaire qui est intéressé à travailler avec nous pourrait aller voir en ligne c'est quoi les grandes priorités, les mandats, les fonctions de la santé publique, puis voir comment est-ce que ça vient, ça résonne avec leurs activités, leurs missions. Se centrer sur les missions, les visions de chacune des organisations pour trouver les zones de convergence où il peut y avoir des synergies. Comme par exemple, un des mandats de la santé publique, c'est d'informer la population sur les menaces à la santé, les facteurs de risque, les facteurs qui peuvent être protecteurs. Donc, de travailler et d'avoir des objets de travail communs qui sont ancrés dans les mandats de santé publique. Souvent, ça va être très porteur parce que ça vient s'ancrer déjà dans la mission de la santé publique et vice-versa. Avant de conclure, je voulais terminer sur une réflexion, en espérant que ça va vous inspirer plus tard dans votre travail. Donc, quel type de leadership organisationnel on peut mettre de l'avant dans nos organisations communautaires? À travers mes expériences à réseau, je considère que les rêves qu'on peut avoir, les idées qu'on a, c'est un moteur pour le développement, pour exercer du leadership communautaire auprès de la santé publique, auprès des différents partenaires. On sait qu'on répond aux besoins, mais comment le faire, avec qui, comment intégrer dans nos pratiques un lien positif avec des partenaires qui ont peut-être par le passé pas été proches de nous, qui n'ont peut-être pas été à l'écoute. Puis je me suis souvent questionné sur ce type de leadership à réseau à travers mes discussions avec des collègues dans le milieu communautaire. Et je pense qu'on peut dire, quand on regarde en arrière, avec les différents projets qu'on a faits, avec les réactions, avec la santé publique communautaire qu'on a eues. On n'a jamais été aussi médiatisé. Dans la zone rose, on a eu 34 entrevues médias cet été. On disait à la radio, un nouveau centre de dépistage ouvre dans le village à Montréal. On était très stressés d'entendre ça parce qu'on ne pouvait pas dépister plus que 10-12 personnes par jour. Mais on se retrouve à créer, dans le fond, des espaces pour les besoins de nos communautés avec peu de ressources. Et puis prochainement, le 27 novembre, c'est les journées annuelles de la santé publique au Québec, qui va avoir lieu à Québec, dans la ville de Québec. C'est une conférence de 2 jours qui réunit plus de 1000 personnes à travers les santé publiques du Québec. Il y a 10 thèmes qui sont abordés pendant 2 jours. Ils ont dédié un de ces 10 thèmes à la MPOX. Donc, il y a une journée entière qui est dédiée à la MPOX. Réseau a été sollicité pour être dans le comité scientifique. Moi, je vois ça comme une reconnaissance de nos enjeux, une reconnaissance de nos communautés, de notre travail, et que la santé publique soutient notre travail communautaire. Donc, tout ça, pour moi, c'est du leadership positif, créatif aussi, dans un contexte communautaire qui est souvent perçu comme étant peu de moyens. Donc, c'est des réflexions que je veux apporter. Et puis, je vais conclure, je pense qu'il y a 1 minute, justement. Donc, j'espère que cette présentation vous apporte des réflexions dans vos organismes, dans vos attaches professionnelles ou communautaires. Si jamais la zone rose peut vous inspirer pour des activités ou des programmes, bien, j'en serais, Réseau serait très fier. Je veux remercier mon équipe de travail à Réseau qui est ici, mais qui me accorde leur confiance et qui travaille très fort dans des contextes très difficiles sur le terrain. Je veux remercier mon collègue Samuel qui m'a aidé avec cette présentation. J'ai beaucoup de gratitude d'être ici. Diriger un organisme communautaire, c'est un privilège pour moi. Il y a des difficultés, bien sûr, mais ça reste un privilège. Et je suis très content et fier des derniers 10 ans que j'ai pu passer dans l'organisme. Et puis, je terminerai sur une note très personnelle, si vous me permettez. J'ai perdu mon père en février dernier. Mon père a passé les 17 dernières années de sa vie à Osoyoos, en Colombie-Britannique. Et je n'étais pas en contact avec lui pendant quelques années. Et je venais au sommet ici pour le CBIC pendant des années à Vancouver, sans savoir qu'il était dans cette province. Alors, je veux lui dédier ce moment et cette présentation parce qu'il était ici. Merci de votre écoute.
Merci énormément, Alexandre, pour la présentation pleine de créativité où tu amènes cet ingrédient qui s'ajoute à plein d'autres que les gens dans la salle ont partagé. Donc, on a du temps pour des questions. On a 2 micros des 2 côtés. Donc, si vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais, comme vous voulez. En attente de personnes courageuses qui vont passer et poser des questions. Moi, j'en ai... c'est une question qui s'approche ou je m'avance avec la mienne? Je pense que c'est une question. Parfait. Hi, Tess. I have a question about the container that was installed on the street. Maybe I missed something, but I did not hear anything about the partnership with the city or the local business association. Like, how did the permitting works in terms of installing the container on the street? Okay, je peux y aller en anglais ou Comme tu veux. comme je veux. Okay. Yeah, actually, we had to work with the city. There is an organization who is responsible of doing projects with the people who have stores on St. Catherine Street in the village and with the community organization. So we have to get authorization for everything. Trust me, it was very complex. Even the electricity, because we had electricity inside the container, so we had to plug through electricity cable in the trees and then to the container. We have to approve everything with the city. So next year, we're going to start everything in January. But to be honest, it was difficult because, you know, like in every city, everything is complicated. But they always supported us at the end of the day, you know. So we have to work with them through their regulations and to their process. So like you can speak with my colleagues here, Gabrielle and other people. Like we work hard with the city to manage everything. But still, we put that project on the street like in just a couple of weeks, and then we offer services from July, so we are really proud of it. But yeah, it's not easy, to be honest. Nous avons une autre question. Bonjour, Richard avec le réseau juridique VIH. Merci pour la présentation. Je voulais savoir si vous avez déjà inclus la distribution du drug checking test strips ou vous allez penser à les inclure dans le programme à l'avenir? On parle de quelle stratégie précisément? The drug checking, so fentanyl test strips, for example. OK. On en a dans certains programmes. Je ne sais plus si dans l'intérieur du conteneur, il y en avait. Oui, on en avait. Okay. Ouais. Merci. Oui, on avait beaucoup de matériel aussi de consommation, d'analoxone et tout ça, exact. Merci. Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour la présentation, félicitations sur tout le travail, c'était vraiment excellent. Une des idées dont tu as parlé et que Geneviève Bergeron a souligné dans ses commentaires, c'est que c'est l'importance des relations continuelles entre les organismes communautaires et la santé publique. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais quelles sont les choses que, à ton avis, les professionnels de santé publique doivent faire pendant les périodes entre les urgences pour vraiment maintenir ces relations positives avec la communauté? Très, très bonne question, parce que justement, dans l'entretien qu'on a fait avec Geneviève, on en discutait. Est-ce qu'on va être prêt pour la prochaine urgence? Ce qu'on a constaté avec la MPOC, c'est que les liens qu'on avait déjà, puis quand ces liens-là, c'est qu'on avait des numéros de téléphone des médecins qui travaillaient à la santé publique, puis on s'envoyait des messages textes la fin de semaine en train de faire du biking pour se dire qu'il y avait une éclosion d'MPOX puis qu'on doit faire quelque chose. Ce niveau de proximité-là est le fruit de plusieurs années de comité, de travail en comité, tout ça, mais effectivement, dans une prochaine urgence, il y a du roulement de personnel, autant dans la santé publique, puis il y a eu beaucoup de roulement de personnel à la santé publique à Montréal pendant la pandémie.
et dans les organismes communautaires, si les personnes contactent s'en vont ou il y a un roulement de personnel, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la clé, c'est d'aller vers notre santé publique plus souvent, d'exiger des rencontres, des discussions, informer de ce qui se passe dans nos communautés et de travailler ce lien-là en amont et pas justement dans une réaction d'urgence. Je n'ai pas, peut-être les collègues ici ont d'autres réponses, je n'ai pas de réponse parfaite à cette question, mais sans les contacts qu'on avait, on se demande bien qu'est-ce qu'on aurait fait. Puis aussi, j'ajouterais qu'à travers nos activités régulières de dépistage, d'intervention, on a un bassin de personnes professionnelles de soins avec qui on est habitué de parler. Donc ça, c'est des infirmiers, infirmières, c'est des médecins qui, des fois, viennent faire des présentations à réseau pour des mises à jour sur des informations. Donc, tout ce réseau qui est un peu organique soutient aussi ça dans un contexte d'urgence. Mais je pense que c'est des réflexions qu'on doit avoir parce que la santé publique a son rôle à jouer, a des enjeux de personnel, comme notre organisme communautaire a son rôle à jouer et des enjeux de personnel. Donc, il faut peut-être intégrer dans nos orientations stratégiques ou dans notre plan de maintenir des contacts puis d'exiger des rencontres. C'est ce que j'ai en tête à chaud. Merci beaucoup, Alexandre.